Ghosts of Mars de 2001 de John Carpenter, le film qui a détruit non seulement la carrière de John Carpenter, mais son amour du cinéma en vérité. La réception de Ghosts of Mars a tellement été catastrophique, autant au niveau des critiques que du public, un consensus total et absolu que c'était une des pires bouses de l'histoire, non seulement du cinéma, mais du cosmos lui-même. La réception a tellement été brutale et dévastatrice que Carpenter s'est dit, savez-vous quoi les copains, j'aime mieux rester à la maison, jouer aux jeux vidéo, écouter du basketball, puis faire de la musique avec mon fils et son ami. D'ailleurs, je l'ai vu en spectacle. Avec son groupe, là, c'est très très cool. Mais qu'en est-il du film lui-même? Ben, les films de Carpenter en général, très 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 souvent, vous le savez sûrement, The Thing, etc. Ce qui a tendance à se produire, c'est que quand le film sort, tout le monde dit que c'est un crime contre l'humanité et que c'est épouvantable et que Carpenter est pourri et qu'il n'a pas de talent. Et éventuellement, traditionnellement, bon, The Thing finit par être très populaire en VHS, etc. The Live aussi est devenu très populaire au niveau, comme film culte essentiellement, encore une fois, grâce à la VHS, etc. Donc, généralement, Big Trouble in Little China, même chose, un flop complet, là, une catastrophe totale au cinéma, mais devenu un film culte majeur. Ben c'est ça, généralement les films de Carpenter finissent par être réévalués et appréciés à leur juste valeur, c'est-à-dire comme des chefs-d'œuvre du genre et, osons le dire, du cinéma. Eh bien, est-ce que le moment est venu de réévaluer Ghost of Mars? C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Fait partie de mes célébrations, le millième abonné. Je voulais choisir un film que j'aimais beaucoup, mais que tout le monde déteste. Et j'ai choisi Ghost of Mars parce que c'est vraiment l'exemple canonique. J'ai toujours adoré ce film-là. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. J'ai appelé mon ami Martin, salut, à l'époque, en sortant du cinéma, tellement j'étais excité, là, parce que enfin Carpenter était de retour, etc., etc., etc. Puis c'est ça, j'étais convaincu que ça allait être un grand succès. Moi, j'avais complètement adoré ça. Puis j'ai été très, très, très surpris de voir comment tout le monde s'est jeté sur le film pour dire que c'était épouvantable. C'est encore le consensus aujourd'hui que c'est une bouse totale, mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je pense que, comme on dit, tout le monde a tort. Il y a des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas ça. Mais c'est pas toutes des bonnes raisons. Je pense que comme pour The Thing d'ailleurs, il y a des phénomènes extérieurs en fait qui ont fait que le film est devenu une sorte de paratonnerre pour la hargne du spectateur. Et je vais moins insister là-dessus, mais j'ai plus mettre l'accent sur une analyse, je voudrais dire presque aristotélicienne de pourquoi est-ce que Ghost of Mars c'est tristement bon, pourquoi est-ce que c'est en vérité le dernier vrai, tu sais, le dernier classique de Carpenter. Il a fait quand même The Ward après, puis une couple d'épisodes de Masters of Horror qui sont excellents, là. Mais c'est son dernier vrai film qui fait vraiment, vraiment Carpenter du début à la fin. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais... pourquoi je parlais de Aristote, n'est-ce pas? C'est pas pour être prétentieux. Pas juste pour être prétentieux, c'est parce que on va prendre toutes les... Je suis allé voir sur les MDB, en fait. J'ai fait un relevé, là, un recensement des principales critiques du film. Des trucs que j'ai vus très, très, très souvent au fil des années. Puis on va juste comparer ce que les gens en disent avec mon expérience certainement à moi du film que j'ai réécouté la semaine dernière. Puis pour vous vendre la mèche, j'ai encore une fois adoré ça. Puis ça faisait longtemps que je l'avais vu. Puis je me suis posé la question si j'allais aimer ça. Parce qu'à l'époque où je l'écoutais, disons que je l'écoutais pas toujours entièrement à jeun, si vous voyez ce que je veux dire. Puis même à jeun, j'aimais ça, là, mais bon, ça faisait très longtemps que je l'avais vu, puis peut-être, me disais-je, le temps allait-il faire son œuvre sur mon jugement. Peut-être que finalement, j'allais me rendre compte que tout le monde avait raison et que j'avais eu tort et que le film n'est pas bon.
Mais non, je pense que le moment est venu de rendre enfin justice à Ghost of Mars, un vrai bon film de Carpenter qui mérite amplement et entièrement sa place dans le canon carpenterien. Et sans plus tarder, commençons. Alors, qu'est-ce que ça raconte vite fait? On est en 2176, donc un futur pas trop lointain, mais juste un peu. On est sur Mars, qui a été terraformé, le rêve d'Elon Musk, n'est-ce pas, s'est réalisé, et on est sur Mars, qui est une société matriarcale. Et il y a un train fantôme qui arrive dans la capitale de Mars, Mars qui est principalement une planète minière. Okay? C'est encore difficile de respirer, etc. Mais il y a des mines qui se sont établies, puis il y a des petites villes qui font très Far West, mais il y a une capitale, et dans cette capitale arrive un train, et dans ce train fantôme, il n'y a qu'une seule survivante évanouie au début, c'est Melanie Ballard, qui est une flic de l'espace, une flic du futur. Et eh bien, elle va se réveiller et elle va être traînée devant le comité matriarcal qui fait enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On l'avait envoyée dans la ville martienne, la petite ville martienne où on l'avait envoyée en mission, pour ramener Désolation Williams, le terrible gangster anti-héros typique Carpenter. Elle était supposée le ramener, elle et sa bande de super soldats, mais on n'a plus de nouvelles de cette ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est M. Williams? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de nouvelles des autres colonies? Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est les fantômes de Mars, ok? Je n'ai pas besoin de vous le dire, là, ce sera sur la pochette, là, ok? C'est pas un gros secret, là. Les ancêtres, les Martiens, essentiellement, cette race, cette fière race guerrière, eh bien, pour X, Y, Z raisons, nous apprend Melanie Ballard à travers une série de flashbacks, là, c'est ça, eh bien, ils se sont réveillés, ils avaient enfoui, enterré leur âme fantôme dans un caveau quelque part, et une archéologue de l'espace a trouvé et a ouvert le caveau, et les fantômes de Mars, eh bien, ils possèdent les gens, et ils deviennent des sortes de zombies, c'est ça, martiens, scarifiés, qui massacrent les gens, et ben voilà, alors ça va être les Martiens contre les fantômes de Mars. Qui va triompher? Une seule manière de le savoir, comme toujours, c'est d'écouter Ghost of Mars. Eh bien, mais c'est ça. Bon, je vous ai fait la version, là, la version un petit peu longue de l'histoire, là, mais c'est ça. Avant de dire là, les critiques du film, on va commencer par une citation, si vous le voulez bien, du maître en personne, Monsieur Carpenter, que j'ai déniché en ligne. Je l'ai vu aussi le dire en personne dans une entrevue vidéo. Là. Alors, la citation de Carpenter sur Ghosts of Mars. Ouvrez les... Monsieur Carpenter, on a critiqué certains aspects du film par rapport à la vraisemblance de tel truc ou telle autre affaire. Et là, Monsieur Carpenter dit... It's called Ghosts of Mars, for Christ's sake. Why would people take this movie seriously? Alors, la citation de M. Carpenter, c'est le film s'appelle Ghost of Mars, pour l'amour du bon Dieu. Pourquoi est-ce que qui que ce soit pourrait possiblement prendre ce film-là au sérieux? Puis M. Carpenter a dit assez souvent, je pense, en entrevue, là, quand même spécifié, que c'est ça, c'était supposé être un divertissement, ce film-là. C'est un film de popcorn. Puis on se souviendra que c'est ça, comme il vient de le dire lui-même, le film s'appelle Ghosts of Mars. OK? Fantômes de Mars. Okay? Ça fait qu'il y a un certain horizon d'attente, là, quand même, si on est sincère. Là, si moi, je vais voir un film de John Carpenter au cinéma qui s'appelle Fantômes de Mars, OK? Je m'attends à voir un film sur Mars, OK? Avec un élément d'horreur, puis si je me fie à l'affiche où je vois des gros goons, comme on dit, scarifiés avec des maquillages puis tout ça, puis Jason Statham, puis du monde avec des mitraillettes, un élément d'horreur, puis un élément de film d'action sur Mars.
Donc, c'est ça. Mais quels sont les... Tu sais, puis effectivement, je vous vends la mèche encore une fois, c'est exactement ça qu'on est. Quoique, encore une fois, il est possible, hypothétiquement, avant d'avoir vu le film, de dire qu'il a complètement raté son coup, même là-dessus. Mais comme on va voir, je vous soumettrai humblement que les critiques à l'égard de Ghosts of Mars ils sont pas entièrement toujours d'une bonne foi irréprochable. OK, mais moi-même, j'ai besoin d'étayer mon propos, c'est ce qu'on va faire à l'instant. OK? Donc, quelles sont les critiques à l'égard de Ghost of Mars? Le résumé, OK? C'est, alors, il y a une longue, longue liste, une litanie. Alors, la première raison, c'est, dans aucun ordre en particulier, là, alors, les effets spéciaux sont pourris. Ça, c'est un truc qu'on entend très souvent. Ice Cube, qui joue dans le film, a mentionné en entrevue, quand on lui a demandé c'était quoi le pire film dans lequel il avait joué de sa vie. Ça, c'était avant Guerre des mondes qu'il a fait cette année. L'entrevue date d'avance. Mais on a demandé à Ice Cube quel était est-ce qu'il y avait un film qu'il regrettait, puis sans hésiter un instant, il dit oui, Ghost of Mars, là, Monsieur Carpenter nous a vraiment laissé tomber là-dessus, là, c'est vraiment épouvantable, donc ça. Puis notamment, il a mentionné les effets spéciaux, et c'est un truc qu'on entend assez souvent à propos de Ghost of Mars, que les effets spéciaux sont poches. Qu'en est-il réellement? On en reparle dans un instant. Mais avant tout, quelles sont les autres critiques? Très vite, eh bien que les acteurs, dont Monsieur Cube, sont pas bons, pourris, médiocres. Ça aussi, on en reparle tantôt. Tout ça, on va en reparler tantôt. Ensuite, autre critique, que le film est ennuyeux, que ça prend un temps interminable avant que le film commence. Même Carpenter lui-même, pendant le commentaire audio, sur le DVD qui a fait avec Natasha Henstridge, qui est l'actrice principale du film. Même Carpenter semble dire la même chose. Bon, voilà, que donc ça prend trop de temps avant que le film commence, etc. Donc, que le film Ghost of Mars est ennuyeux. Une des critiques qu'on entend souvent, qu'il y a trop de flashbacks, que c'est mélangeant. Puis c'est vrai que le film est entièrement compté en flashbacks, des flashbacks à l'intérieur de flashbacks. Bon, c'est ça, là. C'est pratiquement comme Primer, là, faire le fil de qu'est-ce qui se passe au niveau temporel dans le film. Donc voilà, que c'est mélangeant, que les dialogues sont stupides, c'est un truc qu'on entend très souvent, que l'histoire est stupide, que les costumes sont ratés, que les fusils sont pas assez futuristes, encore une fois des commentaires que j'ai vus sur l'IMDb. Et finalement, que John Carpenter est devenu incompétent, qu'il n'est plus qu'une pâle ombre de lui-même, qu'il est rendu poche, qu'il est rendu pourri, que Pépé, il a perdu la touch. Pourquoi, John? C'est ça. Donc, mais qu'en est-il de tout ça? Eh bien, on commence, OK? Les effets spéciaux sont poches. Je vais passer à travers chacune des critiques, puis on va comparer avec le film, puis on va voir ce qu'il en est réellement. Donc, c'est le côté Aristote. OK, excusez. OK, on commence. Les effets spéciaux sont poches. Eh bien, en partie, c'est vrai. Il faut admettre, il faut le dire d'emblée en commençant. Il y a du CGI, comme on dit, des effets spéciaux par ordinateur dans le film. Il y a deux principales séquences, là, si on veut, de CGI. Il y a une séquence où est-ce que le personnage de l'archéologue, une femme, parce que la plupart des personnages sont des femmes parce que c'est une société matriarcale, et elle est en ballon, puis un genre de montgolfière essentiellement, puis elle s'écrase, et ben voilà, puis ouais, le ballon est fait en CGI, est fait par ordinateur, c'est du CGI de 2001, et il est pas terrible. Puis aussi, cette même archéologue, elle découvre, comme on disait, la fameuse crypte des fantômes de Mars. Et cette séquence-là, qui dure environ 1 ou 2 minutes, on va dire 2, où est-ce qu'ils trouvent le caveau, là, puis ils ouvrent la porte de la crypte, puis là, il y a un nuage de fantômes, qui sont les fantômes du titre. Ben, le nuage, c'est ça, s'élève des profondeurs et il va posséder les
villageois de notre ville martienne, les travailleurs de la mine. Bon, ben ouais, ok. Le nuage, il fait très, très, très effets spéciaux, bon marché par ordinateur des années 2000, donc de 2001. La technologie est encore assez récente, là. Bon, la Matrice est déjà sortie, même Terminator 2 est déjà sorti depuis une dizaine d'années, rendu là. Mais bon, vous conviendrez avec moi que les effets spéciaux par ordinateur de 2000, de l'an 2000, ils sont moins bons qu'aujourd'hui, là. Tu sais, le film de Mommy, là, avec The Rock, etc. Bon, ben, c'est ça. Tu sais, la technologie a évolué, même les Star Wars, certains des effets spéciaux, là, les prequels, des fois, ça se discute, là. Il y a des, bon, peu importe, vous voyez le genre, ok? Les effets spéciaux par ordinateur étaient moins bons en 2000 qu'aujourd'hui, puis ben, c'est ça, particulièrement pour un film, donc Ghost of Mars, qui n'a pas les budgets de Lucasfilm, qui n'avait pas 300 millions pour faire son film, il n'y avait pas une équipe de 95 gars qui travaillent à temps plein pendant 2 ans, ça paraît. Alors oui, les effets spéciaux par ordinateur sont pas bons. J'oserais même dire qu'ils sont pourris. Et certainement, le nuage, ça marche pas bien. J'avais trouvé la même chose à l'époque. Et est-ce que c'est déconcentrant? Est-ce que ça te sort du film? Un petit peu, ouais, il faut l'admettre. Là, ok. Donc voilà, fait qu'on a un 2 ou 3 minutes, somme toute, du film, où il y a des effets spéciaux par ordinateur qui sont pas bons. Et donc là-dessus, les critiques sont justifiées sur ce détail précis. Est-ce que tous les films qui ont des effets spéciaux pas bons sont forcément des boosts totales? Il y a des gens qui affirment que oui, des gens qui croient ça, c'est pas mon cas. T'sais, moi, je suis très indulgent pour les effets spéciaux. Mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est pas vrai, en fait. Si on y pense sérieusement, okay, quand on dit les effets spéciaux sont pourris, ouais, ok, il y a 4 minutes d'effets spéciaux par ordinateur pas bons dans le film. Puis, il y a une maquette. Le train, c'est une maquette parce que, bon, spoilers, comme on dit, des vulgachis, ils n'ont pas bâti un train grandeur nature euh, dans un environnement martien, grandeur nature, où on pouvait voir. Ils n'ont pas fait ça. Okay? Ils n'ont pas créé un vrai train martien. Il y a une couple de wagons qui ont été réalisés pour certaines scènes, là, particulièrement vers la fin. Mais le train au complet en tant que tel, au début, on le voit beaucoup pendant le générique. Et moi, je pensais que c'était du CGI qui était pas très réussi, mais c'est plutôt une maquette qui est pas très réussie, mais c'est pas non plus, c'est pas Ed Wood, là, soyons sérieux, là, c'est pas des capes de roue, comme on dit, là, des assiettes de tarte, là, c'est pas ça, là. OK, c'est une maquette, ça fait une maquette, bon, OK. Mais mettons qu'on rajoute dans notre liste de griefs filmiques, qu'on rajoute le train plutôt sympathique, mais que ça paraît que c'est un effet spécial, CGI ou maquette, peu importe. OK, il y a ça. Mais on se souviendra que c'est ça, ben, c'est un film d'horreur aussi en même temps. C'est un film d'action et d'horreur avec beaucoup de gore. Il y a beaucoup de bras coupés, de décapitations, beaucoup là, de décapitations. Il y a les armes martiennes, ils ont récupéré les outils, puis les armes des mineurs, puis ont transformé ça en armes. Ça fait que, bon, ils s'envoient des lames de scie sauteuses par la tête, puis là, les têtes sont ouvertes, puis etc. Bon, ben écoutez, ouais, c'est ça. Ça aussi, ça fait partie des effets spéciaux. Puis ça, on en voit pas mal plus dans le film que des effets spéciaux par ordinateur. L'essentiel des effets spéciaux du film, ce sont les effets de gore de films d'horreur. Ils sont écœurants, là. Littéralement, dans le sens ça te lève le cœur. Mais aussi dans le sens québécois de écœurant, ils sont hallucinamment cool, les effets spéciaux de gore. Au niveau gore, là, OK, puis il y a plein de passes où est-ce que nos martiens qui possèdent nos mineurs se scarifient eux-mêmes, c'est hyper grotesque et atroce, parce que c'est ça le film que c'est, parce que c'est un divertissement popcorn, horreur, extrême, action. Ça fait qu'est-ce qu'ils font? Ils se lacèrent la peau, puis ils se rendent des épingles, puis tout ça. Ben, ça marche, là. Là-dessus, c'est ça. On peut trouver que c'est trop gore, peut-être, OK? Mais on remarquera que dans les critiques, personne n'a dit ça. Les gens disent que les effets spéciaux sont pas bons. Mais qu'est-ce qu'ils mentionnent pas? Ouais, 5 minutes de
de maquettes puis de CGI ne marche pas tellement dans le film, mais le 40-45 minutes de gore extrême, puis de décapitation, puis de tête coupée, puis d'explosion de sang, puis etc., 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 lui, il marche. Il marche vraiment extrêmement très, très, très bien. C'est ça. Puis ouais, je conviens que le maquillage de Big Daddy Mars, là, qui est encore une fois, c'est un nom humoristique, c'est le nom du personnage, le chef des Martiens, là-dedans, c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas supposé prendre le film au premier degré, on est supposé le prendre comme un divertissement. Indice subtil, le méchant s'appelle Big Daddy Mars, dans le générique, là, OK? Dans le script. Puis ouais, OK, c'est un gros goon, blanc, genre blanc comme de la craie, là, avec des scarifications. Ben, c'est un monstre de film, là, c'est correct, là, c'est ça. On peut trouver que le design est... Non, mais c'est ergoté sur des détails, OK? Même si on peut trop... Mais ça marche, là, OK? C'est du gros gore. Puis le gros gore est cool. Puis là-dessus, les effets spéciaux, finalement, sont plutôt excellents, si on est bien sincère. Mais je conviens, on va convenir que, c'est ça. Oui, les effets spéciaux par ordinateur sont distrayants. La maquette, c'est distrayant, ça va. Mais est-ce que tous les effets spéciaux sont mauvais? Ben, décidez par vous-même. Moi, je pense que le 40-45 minutes, si on veut, de gros gars. Puis les explosions, il y a des explosions, pas mur à mur, mais à un moment donné, il commence à en avoir pas mal. Elles sont très cool, là, les explosions. Là. C'est des grosses explosions, là. C'est pas gênant. Okay? Comparé avec... j'en ai parlé sur la chaîne, là. Screamers, c'est le film de Christian Duguay. Moi, j'adore ça, le Screamers. J'adore ce film-là. C'est super, super, super bon. Mais comparer la grosse bataille dans Screamers, okay, qui est un autre film à petit budget, qui est très comparable sur une autre planète lointaine. Okay, là, c'est un astéroïde, je ne me rappelle pas trop quelle planète, peu importe. OK, c'est ça, on a une base, puis elle est attaquée par, dans Screamers, c'est des genres de pseudo-terminateurs, essentiellement, okay, des robots à forme humaine, puis là, ils attaquent nos héros, puis là, c'est 300 méchants contre une poignée de survivants, dans une base, à l'extérieur, là, mais, OK, puis il y a des explosions, puis il y a un gros combat. Ben, comparez cette séquence-là, qui arrive dans Screamers, ça prend environ 50 minutes, à la séquence dans Ghost of Mars, qui est au niveau du contenu et au niveau du budget, très comparable. Ben, c'est ça. J'adore Screamers, mais Ghost of Mars, c'est meilleur. Là. Soyons objectifs, là. Passons les deux l'une à côté de l'autre. Les explosions, les combats, les cascades, etc. Très cool la séquence en Screamers, mais Ghost of Mars, c'est mieux. Passons au point suivant. OK. Les acteurs sont poches. Ça revient hyper, hyper souvent. Puis c'est vrai, encore une fois, que certains acteurs sont moins bons que d'autres. Il y a une personne qui est vraiment, je pense, qui détonne tout le long, qui n'est pas vraiment, vraiment super bonne, c'est l'archéologue, okay, qui est joué par Joanna Cassidy, qui est une bonne actrice, qui a joué, elle est connue en particulier parce qu'elle joue dans Blade Runner, elle fait une des répliquants, là, la danseuse exotique, comme on dit, avec le serpent, la femme au serpent dans Blade Runner, c'est elle. Bon, ben, c'est elle qui fait l'archéologue, puis elle, je trouvais qu'elle avait l'air d'être, elle avait l'air de manquer de direction un petit peu, elle avait l'air d'être pas... Ça sonnait un petit peu faux. Elle est cool, okay, c'est un bon casting, mais elle sonne un petit peu faux. Puis, Natasha Henstridge, je pense, pendant le commandeur audio, a dit carrément à Carpenter qu'elle aurait aimé ça avoir plus de direction. Puis il y a des moments où est-ce que Henstridge, certainement pendant la présentation là, devant le comité matriarcal, des fois, ouais, ok, il y a certaines répliques qui sont un peu moins bonnes. Puis Carpenter, sa réplique, c'est ouais, ben, je te faisais confiance et j'avais hâte d'écouter le basketball. Il y a eu un match de basketball dans une heure, je voulais l'écouter. Essentiellement. Ça fait que tout indique qu'il était déjà en phase pré-burnout, en vérité, quand il a commencé le film. Mais je pense qu'il ne se rend pas justice, M. Carpenter, au niveau de la direction d'acteur, puis dans ce film-là en particulier. Parce que, règle générale, moi, je l'ai trouvé excellente. Natasha Henstridge. Elle était connue surtout à l'époque parce qu'elle avait joué dans Species, le 1, le 2 aussi, je pense, le 3, je ne suis pas certain. Le 2, le 3, non. Mais... puis Species que j'ai jamais vu au complet, honnêtement, mais puis Species, on se souviendra que c'était quoi la traite? La pochette est conçue par Giger, donc ça fait Alien, et c'est l'histoire d'un extraterrestre qui est une fille tout nue, qui bute du monde. Okay. Fait que l'intérêt, c'est Natasha Henstridge tout nue. Un peu comme dans Life Force. Okay. C'est l'idée de c'est un film d'horreur avec un monstre extraterrestre, mais dans le fond, c'est un prétexte pour voir une fille tout nue tout le long. C'est ce genre de film, le Species.
Puis il y a des bons comédiens quand même, il y a des qualités dans le film, là, puis comme je dis, je ne l'ai pas vu au complet, juste un petit bout, là, mais l'attrait du film, c'est comme ça pourrait être Citizen Kane Species, ok? Mais l'attrait du film, c'est ça, c'est la fille tout nue, ok? Puis la fille tout nue en question, c'était Natasha Henstridge. Puis ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'elle est très, 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 très bonne. Puis elle joue le genre de fameux personnage, tu sais, la femme badass, comme on dit, là, qui est un type de personnage qui est devenu très à la mode ces dernières années. Puis, tu sais, en général, un type de personnage que moi, j'aime pas du tout. OK? Parce que, tu sais, comme Rey dans les suites de Star Wars. Pourquoi? Parce que c'est artificiel. Parce qu'on n'y croit pas. Parce que tu prends une fille de, mettons, 22 ans, puis elle est capable tu sais, de se battre contre une armée de Golgoth ou que sais-je encore, puis elle arrache des bras, puis il n'y a rien qu'elle fait pas, puis elle maîtrise toutes les armes. Quand est-ce qu'elle a appris ça exactement? Est-ce que l'actrice a le gravitas, comme disent les anglo-saxons? Est-ce qu'elle a la présence? Est-ce qu'elle a l'autorité pour nous faire croire qu'elle est capable de faire toutes ces choses-là? T'sais? Ben, Natasha Henstridge, elle l'a. Okay? Fait que puis, règle générale, ok, elle est, moi j'ai trouvé dans la plupart des scènes très 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 bonne. Elle a dit qu'elle s'était pas beaucoup entraînée. Là. Encore une fois, vous pouvez voir les détails. Là, peu importe. Ok, moi, j'ai trouvé ça excellent. C'était supposé être Courtney Love, anecdote, qui avait le rôle à l'origine. Il s'est passé quelque chose, finalement. Peu importe. Courtney Love, ça aurait été un rôle vraiment, un choix vraiment intéressant. J'aurais été curieux de voir ça. Elle aurait apporté une autre qualité, là, plus brisée, là, si on veut, plus névrosée, peut-être. Mais non, Henstridge, elle est excellente là-dedans. L'autre actrice, fait qu'elle est bonne. Elle est super bonne. Puis notre autre personnage principal, c'est Ice Cube, là, qui a critiqué le film, qui a dit que le film était pas bon. Puis il y a Jason Statham dans le film. Ice Cube joue notre fameux Desolation Williams, qui est notre Snake Plissken, là, j'oublie le nom du personnage dans Assault on Precinct 13, mais c'est l'anti-héros carpenterien. OK? Le anti-héros typique pur jus Carpenter. Puis c'était supposé être Statham, si je me fie à l'IMDB, là, qui avait le rôle à l'origine. Puis finalement, le studio voulait avoir un plus gros nom parce que Statham était vraiment, vraiment, vraiment en début de carrière dans ce film-là. Donc, il n'était pas du tout connu. Et lui aurait été vraiment cool en Désolation Williams. Mais Ice Cube, qui était à l'époque une plus grosse star, ben, est-ce qu'il est bon? Lui aussi, il y a des séquences où est-ce qu'il n'est pas très bon. OK? Mais parce que je pense que c'est un cas où est-ce que c'est pas un comédien né, forcément, puis des fois, il joue un petit peu faux. Mais il y a de nombreuses séquences, puis règle générale, où est-ce qu'il est excellent, en fait, dans ce qu'on lui demande de faire. OK? Puis qui est d'être le anti-héros à la Snake Plissken. Il rit plus, là, il est plus drôle, il est plus... bon, il y a d'autres qualités là, que celles que Kurt Russell amène à son rôle à lui. Mais somme toute, c'est ça, Ice Cube, il y a... Non seulement, même quand il est pas bon, c'est ça le truc, c'est que ça demeure un bon casting, parce qu'il y a une bonne présence. Il y a une bonne présence à l'écran, puis c'est un bon choix pour le gangster anti-héros. Fait que finalement, c'est ça, lui comme comédien, bon, tu lui feras probablement pas jouer le roi Lear, ok, ou quelque chose comme ça, j'en conviens. Le film s'appelle Ghost of Mars, encore une fois. Ok, donc il y a des fantômes dans Shakespeare, là, mais c'est pas la même chose. Là, ok, donc il est bon, Ice Cube là-dedans, il n'est pas un très bon comédien, mais quand les gens disent que les acteurs sont pas bons, là, parlons des autres, ok? Parce que la version où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'ils sont bons les acteurs dans le film. OK? Puis rapidement, je passe sur les autres, OK? Mais il y a Jason Statham. Ben, il est plus jeune là-dedans, il est en début de carrière. Jason Statham fait exactement la même affaire que dans tous ses films, OK? Il est tout le temps cool, OK? Si vous aimez ce qu'il fait, comme la plupart des Homo sapiens, vous allez l'avoir là-dedans. Il joue essentiellement un jeune soldat qui est full dans les hormones, qui arrête pas de cruiser, Natasha Henstridge. Il est lourd, 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 lourd. Mais en même temps, c'est ça, c'est un soldat de style Aliens, là, un peu, là, surentraîné, mais avec le testostérone au niveau 11, comme on dit. Ben, il est cool, c'est Jason Statham. Alors, il est très cool. Il y a Pam Grier qui joue la chef des flics. Pam Grier, j'ai trouvé elle était hyper cool là-dedans parce que c'est une légende du cinéma à cause des films de Blaxploitation.
Et j'ai pas fait l'exercice de comparer son interprétation dans Coffy, la panthère de Harlem, là, ou même Jackie Brown. Bon, ok, je sais pas. Ok, je sais que même si là-dedans, encore une fois, est-ce qu'elle est tout le temps bonne dans toutes ces séquences? Ça se discute, mais est-ce qu'elle est cool? Oui. Comme Ice Cube. Okay? Pam Grier, elle est super cool là-dedans, puis elle remonte le niveau du film par son aura de film de blaxploitation essentiellement. Puis elle a le fameux gravitas essentiellement, comme Enstridge aussi d'ailleurs. Donc très bonne Pam Grier. Mais après ça, ok, là tout cela à date j'ai mentionné des petits moments où est-ce que les acteurs étaient moins bons. Mais tous les autres acteurs, il y a une grosse distribution quand même. Les autres sont tous excellents en vérité. Là. Je vais juste nommer, bon, dans des plus petits rôles, mais il y a Peter Jason, qui est là, qui fait le gars qui chauffe le train, qui a joué dans de nombreux films de Carpenter, Prince of Darkness, etc. Il est tout le temps excellent. Il fait pas grand-chose là-dedans, mais il est tout le temps bon et on le remarque dans toutes les séquences où est-ce qu'il apparaît, il est tout le temps bon et agréable à voir. Puis gardez ça en tête parce que je vais en reparler dans un instant parce que c'est important ça. Que tant lui que les autres acteurs, Robert Carradine aussi, Robert Carradine qui a joué dans un paquet de films, qui a joué dans Revenge of the Nerds, moi j'avais vu ça des tonnes de fois quand j'étais adolescent. Je pense toujours à Revenge of the Nerds quand je pense à Robert Carradine. Robert Carradine. Puis il fait un des soldats là-dedans. J'en reparle dans un instant quand on va parler du matriarcat parce qu'il y a un petit truc hyper intéressant par rapport au personnage de Carradine. Mais ouais, il fait pas grand-chose. Il fait un des soldats. On le voit quelques minutes dans le film, début, milieu et fin. Mais il est excellent. Il est super bon. Okay? Il est super bon toutes les fois qu'on le voit dans un petit rôle, mais il est excellent. Cléa Duval, okay, peut-être que ce nom-là vous est moins familier, mais elle fait une des soldats de la bande, ou soldate, je ne sais pas s'il faut lequel il faut dire. Puis elle a justement dans sa vingtaine, puis elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Elle est super bonne. Actrice dans sa vingtaine, à qui on peut croire comme quelqu'un qui est capable de se battre puis de tuer des zombies, là, elle est là. Okay? La fille badass, mais c'est pas tant badass dans le sens, ah oui, j'ai un gros fusil puis j'arrache des bras. C'est pas ça, c'est la fille qui sait se battre pour vrai puis qui a la qui bouge comme quelqu'un qui sait se battre. Elle bouge comme un soldat. Elle bouge comme quelqu'un elle se tient, okay, comme quelqu'un qui est capable de se battre, quelqu'un qui a de l'allure, qui est vraisemblable comme membre d'une équipe de super soldats qu'on envoie pour capturer ou ramener l'ennemi public numéro 1 essentiellement. Puis elle a tous ces acteurs-là, bien certainement Cléa Duval, la plupart des acteurs ont quand même un petit moment où est-ce qu'on leur demande d'aller chercher un peu plus que la superficie de leur personnage. Et beaucoup de petites touches de personnages, de personnalité. Puis Cléa Duval, tous les personnages à peu près en ont. Puis la version courte, c'est qu'elle est excellente. Okay? J'ai été très agréablement surpris en le réécoutant. Je me souvenais qu'elle était bonne, mais elle est vraiment très très bonne, encore une fois, dans un petit rôle. Il y a, puis etc., etc. Il y a beaucoup d'autres petits personnages comme ça. Je finis avec les trois copains de Désolation Williams qui viennent le chercher. C'est ça, sa bande de malfrats vient le faire sortir de prison à un moment donné. Spoilers, comme on dit, divulgachi. Et il s'appelle Uno, Dos et Tres. On en reparle dans un instant. Il y a un gag là-dessus, un très bon gag d'ailleurs. Et c'est trois goons, puis ils sont super bons, ils sont super charismatiques. Ils ont un peu la saveur des personnages secondaires dans l'équipe de Predator un petit peu. C'est cette saveur-là d'hyper macho, full testostérone encore une fois, mais avec le côté humoristique en même temps. Puis le film fait beaucoup de choses par rapport à ça. C'est vraiment excellent encore une fois. Mais bref, eux autres sont sympathiques. Puis je finis, dernier acteur, le gars qui joue Big Daddy Mars.
C'est plutôt un cascadeur en vérité, mais je vais juste mentionner qu'il est joué par Richard Cetrone, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui a joué comme cascadeur dans un paquet de films, et qui est surtout, pour l'anecdote, qui joue l'homme sirène, le merman dans Cabin in the Woods, si vous avez vu Cabin in the Woods, c'est Ghosts of Mars en personne. C'est le même gars, c'est Richard Cetrone, détail amusant. OK, fait qu'en est-il du bilan pour les comédiens? Ben, les gens disent que le film n'est pas bon parce que les comédiens sont poches. Il y a quelques acteurs qui sont un peu moins bons, généralement plutôt dans certaines séquences, mais tout le monde, à peu près, on est content de les voir, puis pas juste à peu près. Même Joanna Cassady, que j'ai dit que je trouvais qu'elle était un petit peu moins dans le ton des fois, je suis tout le temps content de la voir, là. Elle est tout le temps bonne. Ice Cube, c'est pas un grand comédien, mais il est excellent, il y a beaucoup de présence, ok, puis il y a des scènes qui jouent un peu moins justes, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de séquences où il est très 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 bon parce qu'il joue lui-même, ok, son sens de l'humour, sa personnalité, puis ça transparaît énormément. Natasha Henstridge est super bonne, Pam Grier est super cool, Léa Duval est super bonne, Robert Carradine est excellent, Peter Jason est super cool, ça fait que bon, fait que pour les comédiens, moi je dis non. Finalement, ouais, ça se défend là, de dire que les comédiens sont pas bons, mais il faut être extrêmement sévère puis ignorer le fait que 75-80% de la distribution, je dire, est excellent. Puis à peu près tout le monde est pas mal tout le temps cool dans le film. Pour les comédiens, moi je pense, ça passe mon test à moi. En tout cas, moi je les aime, les comédiens de Ghost of Mars. Voilà. Mais ok, passons au point suivant. Le monde dit que Ghost of Mars, c'est plate. Eh bien, ok. Alors, non seulement c'est plate, mais il se passe rien. Eh bien, j'ai fait l'exercice pour le fun d'aller voir les données brutes dans la mesure où j'ai regardé le film, puis j'ai pris en note, je suis retourné en fait après l'avoir regardé, et j'ai noté quand est-ce que les événements se produisent à l'intérieur du film, puis on va juste se concentrer sur les 40 premières minutes. OK? Le film où il se passe rien. Le film plate où il se passe rien. Bon, le premier 10 minutes, je suis bien d'accord qu'il ne se passe pas grand-chose. OK? Mais qu'est-ce qu'on appelle se passer pas grand-chose? C'est le générique, il y a la musique qui joue, le titre, puis les comédiens. OK? Puis pendant ce générique-là, on est sur Mars, puis il y a un train fantôme avec la musique de Carpenter qui joue en arrière. Carpenter et Anthrax, d'ailleurs. OK? Eh bien, comparez ça avec le début de The Thing, par exemple. Okay. Qu'est-ce que c'est le début de The Thing? C'est des séquences de pôle Nord, okay, avec un chien qui se fait traquer par un hélicoptère. Puis l'hélicoptère lui tire dessus. Je conviens que quelqu'un tire du fusil au début de The Thing. Dans les deux cas, c'est très comparable. Escape from New York, le début du film, avant qu'il se passe vraiment quelque chose dans Escape from New York, là, c'est pas mal 20-30 minutes, c'est pas plus. Là. Bon, le premier 10 minutes, en gros, on a le train fantôme sur Mars. Okay? Puis on a Mélanie Ballard endormie, puis elle arrive dans la ville. Fait qu'il se passe rien, mais on a quand même un train fantôme, puis on est quand même sur Mars, puis on a quand même la musique hyper atmosphérique de bande sonore de Carpenter. Okay? Puis si les gens, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, on en reparle dans un instant. Mais, je vends la mèche, là, ça fait hyper Carpenter, la trame sonore. C'est la saveur Carpenter, on l'a tout de suite. Là. Ça fait que, ouais, il se passe rien pour un film sur Mars avec un train fantôme puis de la musique de Carpenter. Il y a quand même cet élément-là qui est cool. Là. À la minute 10, OK, on est déjà rendu. Ballard, elle a été récupérée par les autorités martiennes et elle a été convoquée devant notre matriarcat. Ça fait qu'il y a quand même ça. OK, c'est une société matriarcale. Fait qu'il y a de la curiosité quand même. Puis là, elle commence, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune nouvelle? Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de mystère qui est mis en place dans le premier 10 minutes. Puis à la minute 10 du film, c'est peut-être 10 minutes et 4 secondes, là, okay, mais à la minute 10 du film, on est déjà arrivé à la ville fantôme. Là. On a vu les soldats, Pam Grier, Léa Duval, etc., Jason Statham, se parler entre eux dans le train, puis tout ça, ça va être important plus tard parce que ça va finir en hécatombe, je vous vends le punch, puis le temps qu'on passe avec ces personnages-là, ça veut dire que quand ces personnages-là, pour vous vendre encore une fois dans 3, 2, 1, un petit punch du film, quand ces personnages-là commencent à se faire descendre l'un après l'autre, on sait c'est qui, voyez-vous.
Fait que c'est pas du temps perdu, là. Tu sais, comparé avec Alien 3, OK? Alien 3, le principal problème, c'est quoi? C'est que, ouais, il y a des bonnes idées, il y a des trucs cool, mais on est sur la planète prison, il y a 50-60 prisonniers, ils ont toutes la même tronche, c'est très difficile de savoir qui est-ce qui est qui, là, OK? Fait que quand les gens se font descendre l'un après l'autre, puis c'est aussi parce que le montage d'Alien 3 pose des problèmes, il y a des raisons, là. Mais le fait est que si on prend juste le film en tant qu'objet, OK, ben, dans Alien 3, il y a plein de monde qui se font descendre, puis on ne fait pas la différence entre les différents personnages. Ça fait qu'émotivement, ça tombe un peu, ça fait un peu patate, là, OK? Ça fait un peu... c'est pas hyper engageant. OK? Tandis que dans le premier Alien, où chaque personnage est hyper facile à reconnaître, ou dans Aliens, dans le deuxième, même le soldat le plus ennuyeux dans le deuxième Alien, on le reconnaît quand même tout de suite, puis ça nous fait quand même quelque chose quand il se fait descendre. OK? Fait que, qu'est-ce qui se passe dans le premier 10 minutes de Ghost of Mars? C'est ça. On nous présente tous ces personnages-là pour que plus tard, quand ils mangent une scie sauteuse en pleine gueule, lancée par un fantôme de Mars, ben ça nous fait quelque chose, OK? Puis c'est pour ça, entre autres, que c'est là. Puis, mais il se passe un paquet d'autres trucs que je n'ai pas dit dans ce premier 10 minutes-là, j'en parle tantôt, mais c'est rempli de détails. Puis c'est ça, OK, après 10 minutes, on est arrivé à la ville fantôme. Il y a des traces de combat partout, OK? Il y a du sang partout, puis plus qu'il avance, pire que c'est. Puis il y a des barricades qui ont été assemblées mystérieusement avec des bouts de ciseaux, puis on peut voir que quelqu'un a pris tout le métal qu'il a pu trouver, puis il l'a transformé en objet tranchant et coupant pour créer des armes défensives. Puis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment un gros côté Alien, puis Aliens 2. Là, il y a des similitudes entre les deux au niveau du traitement de la tension, puis comment cette tension-là est montée. OK, à minute 17, on arrive dans un entrepôt avec des cadavres suspendus. Encore une fois, je vous vends toutes les punches. Mais c'est pour dire, ça, c'est tout le bout où il ne se passe rien, là. OK? OK, en minute 17, on arrive dans un entrepôt, il y a un paquet de cadavres suspendus, on trouve des survivants dans une prison. À la minute 21, il y a le flashback de l'écrasement de ballon dont j'ai parlé, avec une grosse explosion. Ça fait qu'on a quand même un écrasement. On se souviendra dans le premier 21 minutes du film, où il ne se passe rien. Il y a un écrasement, il y a une grosse explosion. Minute 24, une possession, première possession. Minute 25, deuxième possession. Un gars enfermé dans un camion qui, 30 secondes plus tard, spoilers encore une fois, s'égorge lui-même, tu sais, avec une paire de ciseaux, je ne sais pas trop quoi, en criant « Ne me libérez pas, ne me libérez pas ». On est à la minute 26, là, OK? Etc., etc. Donc, c'est ça. Minute 28, notre prisonnier se sauve, il y a une prise d'otage. Minute plus tard, il y a un combat entre Ensign et Ice Cube, donc de l'action. À la minute 30, on va dans une clinique remplie de possédés. Minute 32, un autre flashback de Ice Cube dans la ville, où est-ce qu'il trouve un paquet de cadavres, etc. Bon, puis à la minute 35, encore une fois, spoilers, on a le flashback de Jason Statham qui nous raconte qu'il a vu une martienne, une humaine possédée par une martienne, donc complètement scarifiée, et il l'a suivi pendant qu'elle est en train de crier, là, des invectives en martien, et il la suit sur une montagne où il y a une rangée de têtes décapitées, OK, sur des pieux, OK, avec la grosse musique de Anthrax qui fait encore une fois un crescendo, puis il y a une tête qui est plantée sur le pieu, et c'est encore une fois spoilers, là, vous aurez compris que toute la vidéo est remplie de divulgation, mais c'est ça, dans 3, 2, 1, c'est qui la tête sur le pieu? C'est la tête de notre plus grosse star du film, le plus gros nom dans le film, à savoir, à part Ice Cube, Pam Grier. Okay. Pam Grier qui fait le chef, Pam Grier, légende du cinéma. Pam Grier, notre autorité suprême militaire dans le film. OK? La Madame Gravitas, le Kofi la Panthère de Harlem, OK? Se fait se fait arracher la tête, puis sa tête se fait planter sur un pic. On ne la voit pas se faire décapiter, on voit juste la tête plantée.
OK. Fait qu'après 35 minutes, on a une martienne qui plante la tête de Pam Grier en gros plan, avec du sang qui coule, etc., sur une montagne avec une douzaine de têtes décapitées, avec du Anthrax qui joue en arrière. 2 minutes après la tête de Pam Grier, armée de martiens, je lis mes notes, armée de martiens scarifiés, prêts au combat, gore et décapitation. Là, rendu là, c'est un festival du gore. Okay? Les têtes revolent, les bras coupent, le sang éclabousse partout, bon, etc., etc. Minute 42, les trois copains d'Ice Cube débarquent, ils nous libèrent, etc. Mais bon, OK. Alors, si on récapitule, notre film qui se passe rien. Ah oui, à minute 53, la ville commence à exploser. Minute 54, finalement, la guerre ouverte commence et Ice Cube rentre dans le tas avec les autres soldats en arrière en criant « Come on, you mindless motherfuckers! » Clac, 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 clac. Puis là, c'est comme nos 20-25 soldats contre les 300-400 zombies martiens scarifiés qui explosent partout. Bon, il se passe rien. OK. Alors, premier 40 minutes, je finis là-dessus sur le point, il se passe rien ennuyeux, OK? Alors, la première 40 minutes, on a un train fantôme avec une seule survivante à bord. On a une ville fantôme, deux en fait, remplie de cadavres. On a une grosse explosion, un écrasement de ballons, j'en conviens, mais quand même un écrasement, une grosse explosion. On a un paquet de possessions dont les victimes se mutilent hyper gore sous nos yeux, se rendent des épingles dans le visage, etc., etc., s'arrachent, se griffent le visage avec leurs ongles en faisant des faces de démons. On a un homme qui s'égorge lui-même, c'est hyper gore. On a, en criant « Ne me laissez pas sortir », on a une prise d'otage, on a une armée de martiens scarifiés qui décapitent des prisonniers, on a des gags qui sont super drôles, je n'en ai pas parlé, mais il y a quelques gags là-dedans qui sont vraiment très très bons, peut-être que j'en parle tantôt. On a du gros gore, on a une martienne possédée qui plante la tête de Pam Grier sur un pic pendant que Anthrax joue du gros métal, et ça se passe sur Mars. Okay. Fait que si vous trouvez qu'il ne se passe rien, là, OK, je vous invite à reconsidérer vos critères de qu'est-ce que ça prend pour qu'il se passe quelque chose dans un film. OK? OK? C'est un peu comme quand j'avais fait la vidéo sur From Beyond, où est-ce que j'avais mentionné, c'était ça le sujet de la vidéo, en fait, où est-ce que je regardais le film, puis je suis là, ah ouais, c'est quand même pas pire, mais tu sais, je trouvais ça, j'avais le souvenir que c'était plus gore que ça. Mais tu sais, c'est un film de body horror ultra extrême où est-ce que la peau se fond puis les gens se transforment en abomination chogotienne, bon, etc. Là. C'est juste qu'on est tellement rendu blasé que c'est ça, tu sais, dans Star Trek 1, quand ils ont fait le reboot de Star Trek, pour nous susciter une vague émotion, ils font exploser la planète Vulcain au complet. Okay. Parce qu'on est rendu blasé, peut-être, qu'on trouve qu'il se passe rien, mais c'est ça. Je viens vous faire la liste, là. Il s'en passe des affaires. C'est pas ennuyeux. Version courte. Je pense que là-dessus, là, la critique ne tient pas la route. Mais, passons à la critique suivante. OK. Les flingues sont pas assez futuristes. Ben, écoutez ça, écoutez, là. Ça se discute, j'imagine. Il y a beaucoup des grosses mitraillettes en chrome, il y a des genres de bon. Mais ça, c'est une critique que j'ai vue sur l'IMDb. Ben, tout ce que je dirais, c'est que c'est un western dans l'espace. Okay. C'est fondamental. C'est un western avec des monstres, des zombies, là, de l'espace, des martiens possédés, là. Okay. Mais c'est un western dans l'espace. Puis le western dans l'espace, il y en a plusieurs, ça existe. On pense notamment à Outland. On est parlé sur la chaîne ici. Super bon, un de mes films préférés, en vérité. Avec Sean Connery. Super bon film. Mais le combat là-dedans, là, c'est contre deux gars. Hein? C'est Sean Connery contre deux gars. Okay, à la fin du film. Puis les armes, c'est des 12 à pompe. Des 12 à pompe d'aujourd'hui, de 1981, là, 82. Là, okay? Fait qu'il s'en passe moins des affaires dans Outland que dans Ghost of Mars, on va dire ça comme ça. Puis au niveau puis c'est génial, là, c'est génial du début à la fin, Outland. Là, okay? Mais au niveau des flingues dans Outland, c'est juste une arme à feu hyper que tu pourrais acheter au magasin d'armes, certainement aux États-Unis, il y en a tous les coins de rue, semble-t-il. Mais c'est ça, tu sais, Firefly,
Bon, ça fait un temps que je n'ai pas écouté, là, mais dans mon souvenir, vous me corrigerez si je me trompe, mais je suis pas mal certain qu'ils ne se tirent pas à coups de rayon laser en général. Je pense que c'est plutôt le mode arme à feu. Là. Vous me corrigerez, là, j'avoue là-dessus, j'ai pas pensé à vérifier, j'aurais dû. OK. Mais là où est-ce que je m'en viens avec ça, c'est que c'est un choix esthétique, puis ouais, ok, il a peut-être pas rajouté des lumières qui clignotent sur ses flingues, là, mais il a pris les fusils les plus cool qu'il a pu trouver, M. Carpenter. Dans son petit film à petit budget, ok, de martiens qui attaquent des colonistes sur Mars, des colonistes sur Mars. Puis moi personnellement, dans mes petites notes, là, ok, mes petites notes sur le film que j'ai prises en écoutant le film, j'ai noté les flingues sont cool. Okay. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient cool. Ils font un peu G.I. Joe, là, ben c'est justement, ok, c'est des mitraillettes en chrome. Bon. Mais j'imagine que les avis peuvent être partagés là-dessus, mais soyons sérieux. Est-ce que c'est une critique de bonne foi, à votre avis? Que Ghost of Mars est une des pires bouses de l'histoire du cinéma parce que les fusils sont pas assez futuristes. Okay. Ben, c'est ça. Puis ma réponse à ça, c'est c'est pas un bon argument parce que c'est un western dans l'espace, puis Outland, puis Firefly, puis Moon Zero 2, si vous voulez, il y en a d'autres quand même. Là. C'est dans le ton, c'est tout à fait correct. Puis, je passe rapidement sur celui-là, mais ok, les costumes sont poches. Ben, ça dépend à quel point vous trouvez que des uniformes paramilitaires puis des vestes en cuir à la matrice, c'est poche, là. OK? Tu sais, je veux dire, wow, OK, un uniforme futuriste, est-ce que sur lui, OK, ouais, ça se discute, j'imagine. On peut trouver que la coupe, là, des épaules, ou tel détail, bon, est-ce que c'est. Ils sont meilleurs que dans Babylone 5, à mon avis, les uniformes. Puis moi, j'aime bien Babylone 5. À quel point est-ce que ça détonne les uniformes militaires là-dedans, dessus, mettons, dans Battlestar Galactica, qui sont très très cool? Ben, OK, ils sont peut-être un peu moins cool que dans Galactica, dans le reboot, mais ils sont meilleurs que dans Babylone 5. OK? Encore une fois, je vous soumettrai humblement que c'est pas très sérieux comme argument. C'est le genre d'argument que les gens vous sortent quand ils veulent empiler sur à quel point ils détestent le film. Quand ils cherchent des raisons pour en rajouter. Okay? Mais moi, j'y crois pas, encore une fois. Puis, d'autant plus que c'est pas vrai que les uniformes sont poches là-dedans, parce que c'est un bon exemple ici d'à quel point le film est intelligent, en fait. Parce qu'il y a un paquet de petites touches. Je vais juste en nommer un, OK? Mais il y a plein de détails comme ça au niveau des uniformes et de tous les éléments du film, en vérité, OK? On est sur Mars, qui vient d'être terraformé, puis c'est mentionné dans le dialogue que le niveau d'oxygène n'est pas tout à fait pareil que sur la Terre, parce qu'encore une fois, c'est ça, la technologie, c'est pas encore rendu au point, puis tout ça, OK? Puis, à un moment donné, dans le film, on voit un des personnages respirer. Il y a une genre de pompe, là, un petit peu comme dans Dune. Il y a une genre de pompe accrochée à la veste d'un des soldats. Puis, elle aspire comme ça, puis elle respire, puis elle remet sa pompe. Puis, il n'en parle pas plus que ça. C'est juste, on le voit. Okay. Ben, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pompe à oxygène dans le costume parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène sur la planète Mars pour respirer. Alors, parce qu'à cause que c'est terraformé, il manque un petit peu d'oxygène. Alors, notre police sur Mars ont rajouté des mini-pompes à oxygène sur les uniformes de leur police pour qu'ils puissent respirer. Puis c'est juste un détail qui est mentionné comme ça. Ben, c'est cool, ça. C'est super cool, ça. C'est intelligent, ça. OK? Puis ça rentre dans le costume. OK? Puis c'est hyper cool. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Là? Puis, OK, autre détail. Je vais quand même en rajouter un autre. OK. Désolation Williams, le Ice Cube. OK. Ben, son costume, fondamentalement, c'est une camisole noire à la Snake Plissken. OK. Des pantalons... oui, une veste de cuir qui lui va, j'oserais dire, super bien. Une veste de cuir comme Shaft, essentiellement. OK, fait que lui, ça y va bien. OK, Pam Grier, ça se discute, là, c'est un long trench coat en cuir. C'est juste que moi, je trouve que c'est un moins bon look, là, le long trench coat en cuir. Mais elle coule pareil, là, OK, mais Ice Cube, lui, ça y va très bien, voyez-vous, la veste en cuir. Puis le troisième élément de son costume, c'est quoi? C'est des pantalons de camouflage rouge. À la place d'être vert comme dans la jungle, ou brun comme les sables du Proche-Orient, okay, d'Afghanistan ou l'Irak, ou peu importe, okay, ben ils sont rouges. Pourquoi? Parce qu'on est sur Mars. Okay? Ben c'est cool, ça. Qu'est-ce que... Tu
Tu sais, puis il t'assomme pas la tête, il tape pas sur la tête avec ça, c'est juste, c'est un détail comme ça, puis tout le film est rempli, tous les costumes et tout le film est rempli de petits détails comme ça, puis est-ce que c'est niaiseux? Ben, non, je veux dire oui puis non, ben, non. Moi, ça passe mon test de c'est cool. Je passe au point suivant, mais c'est ça. Je pense que c'est pas. Tu sais, puis les petits costumes, les petits détails là, sur les badges, etc., etc. Tu sais, non. Les costumes sont cool, à part que j'aime moins un petit peu le trench coat là, de Pam Grier, là, mais c'est pas une critique de bonne foi. Ok. Les dialogues sont stupides, ok? Ben, il y a des gags dans le film, puis ils sont super drôles. Puis honnêtement, si vous comparez les gags dans ce film-là aux gags qu'on trouve dans They Live, c'est très comparable. Ok? Puis il n'y en a pas tout le long, mais dans They Live non plus, il n'y en a pas tout le long. C'est ça le truc. Puis, règle générale, je vois pas en vérité. Là, vous l'écouterez le film, mais je vois pas de moment dans le film où on peut dire cette réplique-là est débile. Je les aurais notés si j'en avais entendu. Mais c'est pas du tout le cas. Puis, je pense qu'au contraire, en fait, le film ici aussi fait preuve de son intelligence. Puis, c'est un peu comme un Pacific Rim. Okay? Je fais la comparaison rapide parce que c'est des films où est-ce que ce sont des films sans prétention. Ce sont des films à divertissement. Mais ce sont des films où la personne, le réalisateur, okay, qui est en charge de la réalisation, ben, lui est intelligent puis lui est sensible. Il y a une séquence en particulier où un personnage est traumatisé, puis c'est le flashback de son traumatisme, puis il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. C'est subtil, en vérité. Fait que ouais, c'est un gros film Pacific Rim, puis je fais la comparaison avec Ghost of Mars. Ce sont des divertissements, mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas mis des détails de profondeur et de sensibilité. Puis il y en a là-dedans. Puis là-dedans, on a les gags, comme je dis, à la délivre. Il y a un gag très drôle, je ne l'ai pas noté, là, mais après 50, 60 minutes à peu près, là, c'est ça. Après, dans le milieu du film, il y a une séquence en particulier qui est très drôle. Puis, je mentionnerai, puis ça va être mon seul commentaire vraiment là, sur les dialogues sont stupides, ou le scénario est stupide en général. Ben, ces trois copains s'appellent Uno, Dos et Tres. OK? Puis ça, c'est très drôle. Je vous présente mes copains. Uno, Dos et Tres. Puis pourquoi c'est drôle? Parce que c'est hyper méta, en fait. Quand on écrit un scénario où on a une bande de méchants, okay, puis qui ne sont pas identifiés, ou une bande de flics, ou peu importe, ou de zombies, ok, ben, puis si on une réplique, ok, on dit, ok, bon, ben, flic numéro 1, flic numéro 2, flic numéro 3. Dans le scénario, c'est écrit comme ça. Même au générique, on va le voir comme ça. Fait que là, le film nous dit, écoutez, on est un divertissement. On est d'accord, on est ici pour se bidonner et pour rigoler. Puis, une manière qu'on a de vous dire qu'il y a un clin d'œil dans le film qu'il faut prendre au second degré, c'est que mes trois personnages de bandits s'appellent Bandit générique 1, Bandit générique 2, puis Bandit générique 3. Okay? Fait que dans le film, c'est super rigolo. Okay? Ça marche pas vrai comme gag. Okay? Si je le dis là, je l'explique, c'est pas drôle, mais dans le film, c'est drôle. C'est drôle, puis c'est intelligent. Puis en plus de ça, non seulement c'est drôle, puis c'est intelligent, mais paradoxalement, ils en ont une personnalité, ne serait-ce qu'à cause de ça. Okay? Quand ces personnages-là meurent, eux autres aussi, ça nous fait quelque chose. Okay? Donc, puis ils arrivent un peu plus tard dans le film pour nous laisser le temps de connaître les autres, etc. Fait que tout ça, c'est hyper, hyper, hyper habile. Je n'ai même pas parlé du côté matriarcal, je vais en reparler tantôt. Là. Mais c'est ça. Fait que les dialogues sont stupides, c'est pas vrai. C'est un autre exemple de quand quelqu'un choisit de dire, il a décidé à l'avance qu'il n'allait pas aimer le film. Voyez-vous, c'est ça le truc. J'ai décidé à l'avance que le film n'est pas bon. Fait que qu'est-ce que je peux dire que tout le monde va me croire? Qu'est-ce que je peux dire? Quelles sont les accusations faciles que je peux lancer? Comme un spaghetti de mauvaise foi contre le mur de... Comment est-ce que je pourrais finir mon allégorie? Là? Contre le mur de la critique? Là, je sais pas, peu importe. OK? Les acteurs sont poches, les dialogues sont pourris. Ben, c'est facile, c'est de la critique à Saint-Saëns. Okay? Fait que dans beaucoup des commentaires qu'on a sur l'IMDb, puis des commentaires finalement sur ce film-là, comme beaucoup des films sur lesquels on a tendance à casser du sucre, okay? Ben, des fois c'est vrai que c'est pas bon, puis des fois c'est vrai que les comédiens sont pas bons, ça se voit, là, okay? Ou que les dialogues sont pourris. T'sais. Mais c'est pas le cas ici, c'est pas du tout le cas ici, c'est juste des accusations faciles qu'on peut lancer contre un film, puis qui ne se vérifie pas dans le film en tant que tel. À moins qu'on choisisse de dire, je vais interpréter ça de la pire manière possible parce que ça me permet de me donner des airs de critique.
Puis peu importe, je continue là, parce que honnêtement, ça me choque un petit peu ce genre de truc-là. C'est justement, il y a une injustice là-dedans. Parce que, comme pour ce film-là, comme pour beaucoup d'autres films de Carpenter, là, puis c'est pas pour rien qu'il a fait un burn-out. Là, parce qu'il s'est fait brûler tellement de fois dans des films où il a mis tout son cœur puis toute sa créativité. C'est ça. The Thing, Big Trouble in Little China, certainement ce film-là. Ben, ce film-là, tout son cœur, ça se discute, encore une fois, parce qu'il était en mode pré-burnout, puis bon, peu importe. Mais Village of the Damned, c'est pas bon. Ça j'ai jamais aimé ça. Puis je pense qu'il y a des grosses critiques qu'on peut adresser à ce film-là. Mais ici, je pense qu'il a donné beaucoup de lui-même, mine de rien, dans ce film. Même pour un film qui a à moitié, on va dire, relativement bâclé. Même pour un film où il y avait hâte d'aller écouter le basketball. Il a mis énormément de touches, puis de son talent, puis de sa créativité là-dedans. Puis je pense que quand il dit que, tu sais, quand il disait, il arrivait sur le plateau de tournage, puis il disait, ah, this is the biggest piece of shit I've ever made. T'sais, il disait ça publiquement, bon. Puis Natasha Henstridge, dans le commentaire audio, mentionnait ça. Ben, est-ce que ça se pourrait pas que ça soit une manière de se protéger à l'avance un peu? Okay? D'un gars qui a été hyper blessé, puis qui a été brûlé par l'industrie toute sa vie, okay? Puis il se faisait traiter de pornographe, là, carrément, puis à l'époque, avant que la porno soit à la mode, avant que ça soit cool et respectable. Okay? Donc, je pense que c'est ça. Ça fait que les accusations... C'est ça, quand tout le monde décide qu'ils disent qu'un film n'est pas bon, il y a un effet de foule, il y a un effet d'entraînement. Puis à ce moment-là, tout ce que tu as besoin pour te donner des airs d'être cool, essentiellement, c'est de répéter la même chose que tout le monde, puis de sortir les... Tu sais, qui est « oh, le film est pourri », puis de lancer des accusations, comme je dis, en lançant comme un peu du spaghetti après le mur, puis... en sortant des trucs de ton chapeau, puis ah ouais, telle affaire, j'aime pas le fusil, j'aime pas la paire de bas de la fille, ça fait que les costumes sont pourris, mais c'est ça. Quand les gens disent toxic fandom, là, c'est beaucoup utilisé à des fins plus ou moins, là, ça aussi de mauvaise foi. Là, quand Disney accuse les gens d'être des fans toxiques parce qu'ils n'aiment pas les films qu'ils produisent, bon, ça, c'est autre chose, là, mais ça se voit aussi, tu sais. Des fans qui détestent tout parce que leur plaisir, c'est tout détester. Ben, c'est ça. Puis M. Carpenter, très, très, très souvent, il a été l'objet, la cible de ce genre d'attaques-là. Puis moi, je pense que c'est exactement ce qui s'est produit avec Ghost of Mars. Puis le truc avec Ghost of Mars, c'est que le film sort en 2001, ça veut dire que le DVD était à la mode, ça, il faut le dire. C'était les grosses années du DVD, ça, c'est vrai. Mais dans les années 80, il y avait les VHS, puis le VHS reposait sur la location, puis le club vidéo, puis tout ça. Puis fait que le milieu était différent. Okay? Il y avait se pourrait-il qu'il y avait quelque chose dans la manière dont les films étaient consommés dans les années 80, avec les VHS en particulier, années 80-90, qui faisait qu'il était plus facile de redécouvrir les films. Okay? De créer un effet de films fans, de films cultes essentiellement. T'sais. Puis quelque chose qui était moins possible dans l'industrie du cinéma telle qu'elle existait en 2000 à peu près. Puis je pense que c'est à peu près, mon hypothèse c'est à peu près ça, c'est un peu ça qui est arrivé dans le cas de Ghost of Mars. Mais c'est ça, puis qui fait qu'on n'a pas eu le temps de faire de séparer le bon grain des critiques, si on veut, de livret, puis de constater que, ouais, ok, ben ça se pouvait que justement, certaines des critiques étaient plutôt un effet d'accumulation, puis un effet de foule, puis à roue sur le baudet. Et je continue rapidement pour la suite, là, parce que pour rendre justice à Ghost of Mars, parce que je pense qu'encore une fois, le moment est venu là, de rendre justice à ce film-là. Mais ouais, les gens disent que les flashbacks sont mélangeants. Ben... Écoutez, bon, déjà, moi, je pense que non. Je pense que c'est le contraire qui arrive, en fait. Je pense que les flashbacks... Carpenter a ajouté les flashbacks, ça aussi, il l'a dit en entrevue, dans Ghost of Mars, parce qu'il faisait une histoire assez formulaïque, il faut quand même le dire, là, qui ressemblait à beaucoup de films qu'il avait déjà fait, c'est-à-dire une base attaquée par des monstres, mais encore une fois, quand je vais voir un film de Carpenter, quand c'est pas ça, j'aime ça pareil, là, Starman, c'est pas ça, puis c'est excellent, mais tu sais, il n'y a personne qui a jamais reproché à un réalisateur de faire la même affaire que tout le monde aime, puis qu'on en a vu 10, puis qu'on en demande encore. Okay? Ben, c'est à peu près ça. Quand j'écoute un album de Motorhead, je m'attends à ce que ça sonne comme Motorhead. S'ils sonnent tous pareils, c'est ça qu'on veut. Motorhead eux-mêmes le disaient. Fait qu'il y a un peu le même phénomène ici dans Ghost of Mars. Il met un peu ses plus grands succès. Puis c'est un peu un florilège des plus grands succès de Carpenter, Ghost of Mars, là.
Il y a un côté Délire, il y a un côté Prince of Darkness, etc., etc., Escape from New York, bon. Mais quand même, pour garder ça intéressant, Carpenter, il utilise cette formule-là de flashback, puis de flashback à l'intérieur de flashback. Mais il y a... Puis moi, je pense pas que c'est mélangeant, je pense que ça marche, je pense que ça garde le truc, ça nous permet de maintenir l'intérêt, mais je pense que ça rajoute un détail supplémentaire qui est vraiment hyper cool, ok, au film. Ça renforce un détail supplémentaire, qui est que Melanie Ballard, la flic, là, ok, elle consomme une drogue au début du film. C'est pas spécifié qu'est-ce que c'est, ok? Puis on sait que c'est pas une drogue trop puissante parce que quand Pam Grier s'en rend compte, elle dit ah, t'as-tu pris de la drogue là? Comment t'es? Elle est pas contente, puis elle dit ah, c'est juste du clear, là, c'est pas grave. Là. Mais fait qu'on voit que cette drogue-là existe, on voit qu'elle est répandue à peu près comme le pot, là, le weed, avant que ce soit illégal ici. Okay, ça semble être un peu comparable, mais ça semble être une forme de pseudomorphine ou un truc comme ça en même temps, parce que c'est associé avec des images de vagues, là, puis ça semble être un calmant. Mais l'idée, c'est que, bon, le film est construit avec des flashbacks, puis aussi beaucoup de crossfade, de fondus enchaînés. Puis, l'effet que ça produit, c'est OK, le film est avant tout raconté du point de vue de cette femme-là. Puis cette femme-là, OK, elle est pas à jeun. Cette femme-là, elle est sous l'effet d'une sorte potentiellement d'hallucinogène. Puis le film insiste pas lourdement là-dessus, mais même quand elle raconte les autres flashbacks sont quand même racontés par Melanie Ballard. Quand elle raconte, voici qu'est-ce que le personnage de Jason Statham a vu, c'est quand même elle qui est en train de le dire. Donc, cette idée-là des différents flashbacks, puis des fondus enchaînés, encore une fois, qui était une technique que Carpenter avait aussi utilisée dans Vampire, puis que j'avais moins... Moi, j'ai adoré ça, Vampire. J'ai vraiment profondément adoré ça. Mais, puis ça avait un peu relancé sa carrière juste avant celui-ci. Ghost of Mars, mais ça marchait moins bien les fondus enchaînés, je trouvais, dans Vampire. Tandis que ici, à cause du fait que c'est raconté par quelqu'un qui est sous les effets d'une drogue indéterminée, mais c'est ça, mi-morphine, mi-hallucinogène, ça nous rappelle donc qu'elle est sous l'effet de cette drogue-là, puis qu'on n'est pas certain à quel point son témoignage est fiable. Ça fait qu'il y a presque un côté Rashomon de Kurosawa là-dedans. C'est pas tout à fait de Kurosawa, Rashomon, parce que les différents flashbacks ne se contredisent pas les uns les autres, mais il y a quand même cette idée-là que, c'est ça, le personnage n'est pas entièrement fiable, son témoignage n'est pas entièrement fiable, puis ça rajoute aussi le fait que c'est, tu sais, fait que ça c'est génial, ça rajoute un côté Pulp Fiction, parce que c'est hyper non linéaire finalement, donc l'histoire est racontée dans le désordre, fait que ça donne quelque chose qui est hyper intéressant au niveau artistique et formel, encore une fois pour un film de Bung Bung sur Mars avec des zombies, là, puis des têtes coupées, là, okay, puis des explosions, puis des cascades, là, ça fait que, bon, ils ont mis ça là-dedans. Puis ça fonctionne thématiquement aussi, puis avec le côté Carpenter. Puis je m'approche de la fin de ma vidéo parce qu'on va arriver à la critique que Carpenter avait perdu la touch. Ben, c'est ça, quand Natasha Henstridge retrouve Ice Cube dans sa prison, là, peu importe, là, il y a un échange hyper Carpenter entre le flic et le bandit anti-héros. Puis là, il y a un dialogue sur essentiellement l'autorité versus la liberté, la société, etc., etc. C'est hyper Carpenter. Puis là, Ice Cube lui dit, écoute, regarde-toi, t'es gelé maintenant, je le vois dans ta face, là. Okay? Que tu n'es pas à jeun, que toi, tu consommes une drogue illégale, voyez-vous. Fait que c'est, encore une fois, un exemple d'un film qui est rempli de petites touches puis de petits commentaires mur à mur, qui rajoute beaucoup de points d'interrogation au niveau de ce qui pourrait passer être comme des prises de position, peu importe. Je veux dire, ça rend le message du film, si tant est qu'il y en a un, plus subtil. Il y a quand même un côté, je finis là-dessus pour cet aspect-là, là, puis, mais il y a quand même un commentaire qui m'a étonné, là, où est-ce que Natasha Henstridge dit que
Les Martiens, essentiellement les Martiens ont perdu le droit d'avoir leur planète, comme maintenant c'est la planète des humains. This is about Dominion, it's not their planet now, it's ours. Fait que du point de vue d'un Américain quand même, fût-ce un gars anti-autoritaire comme Carpenter, ça m'est apparu, ben justement, genre de prise de position, moi qui... si, c'est curieux, ok, intéressant, mais justement, ok, il y a des nuances dans le film, puis il y a un propos dans le film, puis il est intelligent, puis il y a des détails qui peuvent se cultiver, se discuter au niveau de leur valeur, ok, de leur valeur morale, si je veux, ou intellectuelle, mais tu peux pas dire qu'il n'y en a pas. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de profondeur. Tu peux pas dire que c'est stupide. Ok, c'est rempli mur à mur de trucs comme ça. Pendant qu'on est en train de voir, tu sais ça, des martiens arracher des têtes, puis puis des explosions partout, puis des cascades, puis bon, écoutez. Fait que voilà, puis j'arrive au dernier point ici, là, qui est Carpenter a perdu la touche. Ben c'est pas vrai. Vous aurez deviné ici. Tu sais, on a toutes là-dedans les touches de Carpenter. En tout cas, je parle pas dans Ghost of Mars. Pour ces films suivants, ça se discute, mais tu sais, même The Ward, la fin marche pas parce que tout le monde va venir le punch gros comme le bras. Mais The Ward en tant que tel, c'est plutôt cool en fait. Puis certainement les deux films qu'il a réalisés pour Masters of Horror, là, Right to Life, je pense, j'avais un petit peu moins aimé ça, quoique c'était quand même très très cool. Mais Cigarette Burns, là, c'est malade mental comme c'est bon. Le Cigarette Burns, c'est hallucinant comme c'est bon. Là, ok, puis c'est un, est-ce que c'est aussi bon que, mettons, le Carpenter des années 80? Ben, au niveau de l'histoire, peut-être un petit peu moins sur certains détails, mais si vous l'avez vu, Cigarette Burns, là, vous savez que c'était cool en crise. C'est vraiment, tu sais, le film maudit là, avec le collectionneur, là, ça fait très 9e porte de Polanski aussi. Bref, là, c'est vraiment super bon. Puis les différents revirements, c'est excellent, là, vraiment, Cigarette Burns. Ça fait que bon, puis, tu sais, est-ce qu'il l'avait perdu? Il l'avait pas perdu dans les films qu'il a fait après. Puis là-dedans, en fait, on voit qu'il l'a pas du tout perdu. OK? Fait que, ouais, on a toutes les touches Carpenter, on a le anti-héros typique d'à peu près tous ces films, le Snake Plissken, le gars de Escape from Precinct 13, etc. On a la base assiégée, on a la saveur western classique, ça fait hyper western années 60, mais tu sais, revisité par la touche unique de Carpenter. On a la montée du suspense, la manière que Carpenter, c'est ça, monte sa sauce, le build-up, c'est la même, tu sais, la technique qu'il utilise dans tous ses films, de Halloween aller jusqu'à celui-là. Bon, c'est ça, c'est un réalisateur de cette époque-là qui maîtrise cette technique-là. C'est ça qu'il fait dans The Thing, c'est ça qu'il fait dans tous ses films, Prince of Darkness. C'est ça qu'il fait là-dedans. Il fait exactement la même chose. Puis moi, personnellement, encore même la semaine dernière, ça a embarqué tout de suite. Là. Okay, ça marche, la montée du suspense. C'est un autre rythme qu'aujourd'hui. OK? Où est-ce qu'on met des explosions tout le temps parce que tout le monde est plus ou moins TDAH? Là? OK, mais c'est pas la faute à Carpenter, ça, là. OK, bon, puis la musique, c'est ça, c'est Carpenter puis Anthrax. Il y a des gens qui disent qu'elle est pas bonne. Écoutez, je vais pas m'ostiner avec ça. Mais moi, je trouve que c'était cool. OK, puis quand j'étais au cinéma, là, les gens de thème synthé de John Carpenter avec la grosse guitare d'Anthrax, là, pendant que le monde se décapitait, là, c'est cool, hein, c'est vraiment cool. OK, j'ai aimé ça. OK, je trouve que c'est hyper efficace. J'ai aimé la trame sonore là-dedans. Puis je finis sur les autres éléments, encore une fois, Carpenter. La composition. La composition en Panavision, en panorama, les 2.35, le ratio, là, c'est exactement, on reconnaît tout de suite la touche de Carpenter, le cadrage, comment les différents personnages se placent, bon, etc. Les dolés, c'est hyper utile, intelligent, comment est-ce qu'il, le blocage, juste la réalisation en général est brillante, ça se compare absolument avec les mêmes genres de trucs dans The Thing, encore une fois, c'est hyper habile, c'est super réussi. Bon, l'aspect subversif, j'en ai parlé, la drogue, etc., le commentaire sur l'autorité, la compagnie maléfique, comment est-ce qu'elle exploite les gens, mais tout ça, c'est super fin en même temps, en trame de fond. Bon, le truc sur le matriarcat, j'en ai pas beaucoup parlé, je vais le mentionner ici, c'est dans son scénario, c'est quelque chose que je pense, il a coécrit le scénario, mais je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup contribué. Bon, il a mis une société matriarcale parce qu'il voulait que le personnage principal soit une fille, donc c'est ça. Puis il voulait pas que toute la conversation soit tout le temps à l'effet que est-ce qu'une fille est capable de faire ça.
OK. Fait que pour se simplifier la vie, il a créé une société matriarcale sur sa planète Mars. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ça dans son design? C'est qu'il a rajouté plein de petites touches pour donner de la profondeur à cette société-là. Ça fait que, tu sais, quand on trouve des billets de banque, par exemple, une liasse de billets de banque dans une des colonies abandonnées, ben, sur les billets de banque, la figure, à la place d'être un gars, le président présumé de Mars, c'est une fille. Bon, il y a des détails comme ça, mais il y a la nature du comité, il y a des commentaires que les gens font. Puis moi, la touche que j'ai préférée à ce niveau-là, il y en a plein, là, il y en a des tonnes. Mais le détail que j'ai préféré là-dessus, c'est justement le fameux Robert Carradine, okay, qui est un acteur quand même relativement connu. Donc, puis, c'est une star peut-être de niveau B, là, mais c'est un nom. Okay? C'est un nom mineur, mais c'est un nom. Puis il fait un des membres de l'équipe pendant que nos héros sont dans le train en train de se diriger vers la ville fantôme. Là. Puis Robert Carradine va voir arrive avec un plateau de café à bord du train. Puis il propose du café à tout le monde. Voulez-vous du café? Puis après ça, il s'en va. Puis ça, c'est vraiment profondément génial. Parce que si vous regardez beaucoup de films de science-fiction des années 50, ce qui est mon cas, années 50-60, ben, années 50, il y a beaucoup de films où est-ce que, par exemple, les gens vont dans l'espace, ils vont sur la Lune, etc. Puis généralement, il y a toujours une fille. C'est hyper, hyper fréquent. C'est 9 fois sur 10, il y a une fille à bord. Puis hyper souvent, c'est une physicienne ou quelque chose comme ça. Elle a une vraie fonction scientifique, là. Mais c'est toujours elle qui apporte le café. Elle propose toujours le café. J'en ai réécouté encore une fois un cette semaine qui était Satellite in the Sky ou quelque chose comme ça, un film britannique. Très très cool, vraiment super sympathique. Ils vont dans l'espace encore une fois. Bon, peu importe, c'est super cool. Il y a Moni Penny qui joue un des personnages principaux. Puis justement, elle a fait une journaliste, évidemment, qui se faufile à bord de la fusée, donc ça va être le premier vol. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait quand elle est découverte? Elle sert du café à tout le monde, là. C'est elle qui apporte les sandwichs. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Puis là-dedans, c'est Robert Carradine, parce que c'est une société matriarcale. Puis ça, c'est génial. Pas besoin de vous l'expliquer 14 fois, là, OK, dans les films, c'est hyper sexiste des années 50, là, c'est quand même pas un gros secret. Puis la physicienne a pris Nobel, c'est elle qui apportait le café, puis là, c'est le gars. Ben, c'est intelligent, ça. OK. Fait que le scénario coéquipe de M. Carpenter et des trucs comme ça. Mais bon, c'est ça, il y a le build. Mais ça fait partie, donc, cette intelligence-là, des qualités de Carpenter, qu'il a tout autant, me semble-t-il, que dans ses films des années 80-90, sur le crossfade, j'aime un peu moins ça. Dans Vampire, je l'avais dit. C'est le truc que j'avais pas aimé dans Vampire, les crossfades. À part ça, c'est hallucinant comme c'est bon. Mais ici, les crossfades, là, comme technique, ben, ça marche à cause de l'effet hallucinatoire que je mentionnais. Ici, c'est une force plutôt. Puis, je mentionne aussi que dans les autres transitions du film, là, les enchaînements d'une séquence à l'autre, c'est beaucoup des iris puis des trucs comme ça, là, donc, qui est le genre de transition entre les séquences qu'on a dans La Guerre des Étoiles, par exemple. Puis pourquoi? Parce que c'est le genre de transition qui est utilisé dans les films d'aventure des années 30, dans les Flash Gordon. Okay, dans la science-fiction de style pulp. Pourquoi? Parce que c'est Ghosts of Mars. C'est ça le truc. Fait que le film est tout le temps en train de dire que c'est un film au second degré, une comédie. C'est pas une comédie, c'est un film d'action popcorn, drôle et intelligent, avec un commentaire subversif sur la forme elle-même du film d'action, du film d'horreur, du classique de la science-fiction, etc. Fait que, puis c'est hyper bien réalisé, c'est règle générale bien joué. OK, certainement les acteurs sont cool, même quand ils jouent légèrement faux. Puis règle générale, ils jouent plutôt très bien. Il y a d'excellentes prestations là-dedans. J'ai parlé de Cléa Duvall en particulier. Anne Ridge s'en sort super bien. On y croit dans ces scènes de bataille. Le gore est super cool. Les cascades sont super cool. C'est beaucoup du monde qui saute là, sur des trampolines puis qui font 50 pirouettes. Là. Bon, OK, ça fait que... Ça, je conviens qu'on peut trouver que c'est moins réaliste un petit peu, mais encore une fois, c'est un film de popcorn. Ça fait que, tu sais, bon, fait que toutes ces raisons-là, puis moi, la musique, tu sais, on a Carpenter qui fait un thème minimaliste, donc, avec son synthé, le même synthé qu'il utilise tout le temps. Puis on a une track qui joue avec la grosse guitare électrique en arrière. Ben, en ce qui me concerne, il ne m'en faut pas plus. Okay? Il y en a des trames sonores de Carpenter que j'aime un petit peu moins. Celle-là en fait pas partie. Elle était super bonne, celle-là.
Fait que voilà, donc, tu sais, fait que si on fait encore une fois toute la liste, là, c'est aussi, tu sais, c'est au niveau de la réalisation aussi bien réalisé. Honnêtement, là, au niveau de la pure technique de la réalisation, puis du métier, du savoir-faire de la réalisation, les caméras, les dolly, etc., c'est aussi bien réalisé qu'à peu près n'importe quel film qu'il a fait. Ok. Au niveau de la réalisation d'acteurs, la direction d'acteurs, un petit peu moins sur certaines séquences, certains acteurs, mais règle générale, tout le monde est très très cool, ok? Les effets spéciaux, ouais, je veux bien, il y a 5 minutes de CGI, je m'en serais passé, mais il y en a bien plus dans bien d'autres films, là-dedans aussi, je m'en passerais, ok? J'aime juste pas, tu sais, je suis comme tout le monde, là, j'aime pas ça, les effets spéciaux par ordinateur, la plupart du temps. Quand ça paraît trop, puis souvent ça paraît trop, bon, c'est le cas là-dedans, mais en 2001, tu étais quasiment obligé d'en mettre aussi. Moi, j'aurais préféré qu'ils n'en mettent pas. J'aurais préféré qu'ils trouvent une autre option, mais à l'époque, le monde faisait ça. Ok. Fait que, ouais, je suis d'accord que les effets spéciaux par ordinateur sont moyens, mais c'est ça, les explosions, puis le gars, puis les têtes décapitées, puis tout ça, tu sais, les costumes, c'est super bon. Puis, fait que, ultimement, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé Ghost of Mars. Puis je continue de trouver que c'était super bon parce que je pense que juste ce qu'il veut, ce que Carpenter cherche à faire avec ce film-là, c'est un divertissement, un film popcorn enlevant et amusant et excitant. Je pense qu'il parvient à faire tout ça. On a le suspense typique de Carpenter. Fait que oui, je suis d'accord que le rythme est plus lent que dans la plupart des films qu'on a aujourd'hui. Okay? Mais c'est l'atmosphère Carpenter. Moi, j'ai senti que c'est à peu près la même affaire en regardant le début du film que dans à peu près tous les autres films de Carpenter que j'aime, c'est-à-dire à peu près tous les autres films de Carpenter. Il y a juste Village of the Damned, vraiment, que j'aime pas. Et puis la fin de Ward, là. Mais bon, c'est ça. Ça fait que, c'est juste très cool. Puis c'est un film, c'est ça, c'est un film à popcorn, mais rempli de d'innombrables touches hyper intelligentes. Ça fait que, je l'ai dit tantôt, et je l'affirme, et je le répète, le moment est venu de rendre justice, enfin, à Ghost of Mars de John Carpenter, qui a vraiment mangé plus de taloches, beaucoup plus de taloches, de la part du public qui n'en méritait. Okay? On a été vraiment choyés et bénis d'avoir ce gars-là sur Terre, okay? Pour faire autant de chefs-d'œuvre. Puis Ghost of Mars, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Tu sais, pour le film, c'est meilleur que les autres films de Marx qui sont sortis la même année. Ok, je veux dire, on ne lui demande pas d'être un chef-d'œuvre, ce film. On lui demande de faire exactement ce qu'il est, c'est-à-dire un gros divertissement, super le fun, avec du gros métal, puis du gars, puis c'est sur Mars avec un pack. Puis c'est rempli de détails cool, puis voilà. Ça fait que Carpenter, c'est ça, on a commis une injustice à ton égard. Et voilà. Moi, j'aime Ghost of Mars et je vous invite vous aussi à l'aimer à votre tour et à rendre enfin justice, non seulement à ce film-là, mais à John Carpenter lui-même. Voilà, je ne veux pas dire notre maître et sauveur, mais un réalisateur pour lequel je n'ai qu'un amour et un respect sans fin. Puis voilà, c'est cool, Ghost of Mars.